Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tranquillement vous êtes là en train d'écouter nos éminents experts pour nous permettre donc de mieux comprendre ce qui se passe à la Martinique, mais en dehors aussi de la Martinique. Bonsoir, comment ça va, monsieur Compère? Ça va très bien, merci. Oui, bien, bonne semaine. Oui, semaine correcte avec du boulot, comme toujours. Ben oui, J'aime bien dire que les retraités travaillent beaucoup. Beaucoup. Et bénévolement. Alors, je rappelle que tu es le rédacteur en chef du Progressiste, hein, sorti, ben voilà, qu'on voit à l'antenne. Bravo, messieurs. Hein. Belle couleur. Merci beaucoup. 58e anniversaire du parti. Alors, justement, 58e anniversaire du parti, on voit les époux de Grand Maison. Est-ce qu'il y a... Non, pas du tout. Les époux de Grand Maison, c'est pour le deuxième article. C'est faire avancer la Martinique. Faire avancer la Martinique, c'est un article de Renaud de Grand Maison. Très bien, d'accord, voilà. Très bien. Bonsoir Michel Branchy, rédacteur en chef de Justice. Merci d'être avec nous ce soir. Fait. Bonne semaine. Bonne semaine, bon, un peu chargé aussi pour différentes raisons. Oui. En raison de la multiplicité de mes casquettes depuis quelque temps. Mais enfin, je suis là pour justice. Alors justement, le journal, ce qu'on nous a montré à l'antenne n'est plus ça. Cette semaine, c'est ça, c'est plus d'actualité. Ouais. Voilà, l'actualité de la semaine, je l'ai en main. Voilà, sondage, scandale, pardon, des archives régionales. Et en dessous, encore le Sérégmia. Oh là là, encore le Sérégmia. Merci beaucoup, Michel, d'être avec nous cet après-midi, ce soir, pardon. Tu permets, en plus, nous avons quand même publié un dossier assez important sur la question du Code du travail. La loi El Khomri, avec une analyse. Voilà. On n'est pas loin de El Khomri faire un lapsus avec ça. Hein, bon. Mais les jeunes. Il faudrait que Jean-Philippe Martelly s'en saisisse. Hein, vous savez que les jeunes de l'UNEF disent El Khomri. El Khomri, forcément. J'ai pas voulu le dire, j'ai pas voulu le dire moi-même. Il faut faire attention à la diffamation. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonsoir Idi, merci d'être avec nous. Idi Marajou, donc le boss de Business News. Il y en a plusieurs. Voilà, Business News. Je vous en amène un autre la semaine prochaine. Voilà. Ce sera Historial. Bien. Historial, donc le premier magazine sur l'histoire, qui raconte l'histoire de la Caraïbe avec des choses intéressantes. Ouais. Alors pour vous donner envie, pour vous allécher, on a 3 sujets qui sont intéressants. Alors les sujets classiques, c'est 59 et 67, donc les émeutes de 59 en Martinique et 67 en Guadeloupe. Mais surtout 3 sujets qui sont passés de la petite histoire à la grande histoire. C'est la bombe atomique qui a séjourné pendant 30 ans sur les pistes de l'aéroport du Rézet sans que les Guadeloupéens soient au courant. Ouais. Donc ça, c'est un vrai scandale. Ensuite, l'attentat palestinien qui a tué le frère d'Aimé Césaire. Donc Georges Césaire qui est mort dans un attentat palestinien. Et puis l'enlèvement de Madame Roger Albert. Vous vous souvenez tous de cet épisode en 1974 qui a donné lieu à plein de rumeurs, plein de choses intéressantes qu'on analyse. Voilà. Je vous avoue qu'en 1974, j'avais 17 ans, je crois. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je m'en souviens en tout cas. Sauf que le mot historial est déjà pris. Non, alors, il y a l'historial antillais, voilà. Oui, mais le mot historial, c'est nous qui l'avons, et c'est nous qui l'avons protégé, et nous en sommes propriétaires. Non, je pense à un éventuel procès. Non, historial antillais, c'est un... Alors, nous, c'est un magazine, hein, donc c'est pas un bouquin. Sortie prévue quand? Sortie prévue début de semaine. Début de semaine prochaine. Voilà. Très bien. Alors, puisque nous parlions de ça, notre Jean-Philippe Martelly, qui fait l'objet d'une plainte. Non, mais c'est bien, vous en riez, donc c'est bien. Oui, moi je crois qu'il faut en rire. Hein. Parce que franchement, ça fait 30 ans que Pipo fait des chansons de carnaval, des choses, bon, je ne sais pas moi, bon, généralement au carnaval, on fait des bois-bois sur les gens, en brocarde, enfin bon, c'est quand même un peu bizarre, messieurs les journalistes, les experts. À moins, parce que je n'ai pas vu dans ce que je crois avoir vu à la télévision, je n'ai pas vu le visage de ce chauffeur de taxi.
qui estime avoir subi une atteinte à son image. Dans le clip, non, mais dans le sujet de la TV à l'époque, si. On a vu à l'époque. Alors, j'ai pu comprendre que comme ACG a été, entre autres, ATV a été à l'époque déjà, comment dire ça, mon Dieu, coulé, enfin bon. Donc, c'est plus la même télévision. C'est vrai. On ne peut pas se retourner contre la TV. Donc, ce n'est plus la même personne morale. Ce n'est plus la même personne morale. Même si c'est le même directeur. Hein. Ouais. Mais bon, c'est plus la même personne morale. Oui. Mais enfin, moi, je trouve que Martelly est vraiment un chanteur populaire qui a gardé des racines très... Il est très roots. Très roots, j'allais dire. Très roots. Hein. Et il trouve des sujets qui deviennent rapidement des tubes. Des trucs faciles à répéter. Et c'est ça dans la tradition du carnaval. Le Muclarado, pas ni en bon monde. Bon. Ouais. On va pas avoir la suite. Mais tout de suite. Ah, la suite, c'est Yeki Magumagi. C'est ça à l'époque. À l'époque. Bon, et ça, c'est. Il faut avoir un certain feeling pour trouver des trucs comme ça. Même si on remonte plus loin en arrière, quand Sini Dewa, enfin, bazar, donc on met pas l'idée, mais Sini, mais c'est un macou, mais bon. Sini Dewa, mais c'est. Eddie, tu as peut-être sorti déjà des choses sur ça, non? Des articles sur ça? Non, pas du tout, mais on a un vrai sujet. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, jusqu'où va la liberté d'expression. C'est un peu. On va pas faire de comparaison qui ne soit pas justifiée, mais un caricaturiste est comme un chanteur de carnaval, de chansons de carnaval, et il grossit au trait. Voilà, et on est limite. Simplement, par contre, là où j'apporterai un bémol, c'est sur la partie médiatique. C'est-à-dire que je comprends parfaitement qu'ATV ait souhaité rendre compte de l'activité des chauffeurs de taxi et du tourisme. Par contre, cette volonté qu'ont certains journalistes, je dis bien certains journalistes, sous la férule de leur rédacteur en chef, de systématiquement faire le buzz avec ce type de reportage n'est peut-être pas une bonne chose. Parce qu'effectivement, je ne crois pas que ce soit la faute d'un chauffeur de taxi s'il ne maîtrise pas forcément l'anglais. Je ne crois pas que ce soit forcément la faute d'un professionnel s'il n'est pas forcément bon. Mais ce n'est pas aux journalistes de le ridiculiser. Je parle des médias. Bien sûr. Par contre, le chauffeur de taxi en question a, semble-t-il, aimé être filmé, aimé faire l'objet d'un reportage, sauf qu'après, il a vu que le reportage ne lui était pas favorable. Donc, il faut envoyer tout le monde dos à dos en disant « Vous étiez content lorsqu'il y a une caméra qui vous filmait, lorsque vous faisiez votre show avec les touristes, et puis après, vous n'étiez pas content parce qu'on l'a passé au journal. » C'est ça. Donc, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, un média, voilà, c'est dangereux. Ouais. Surtout qu'il était content de faire son show, comme tu dis, et puis quelqu'un a dû lui dire, mais attends... Il faut à la fête. C'est à la fête, il y aura météo. Mais on peut gagner l'argent là, le droit à l'image, attaquer. Ça peut être ça aussi. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, c'est là que nous il me semble qu'il y a un comportement d'imitation. Ça, c'est un truc typiquement français. Exactement. Faire des procès systématiquement pour gagner de l'argent. Ou américain. Alors, les Français, au départ les Américains, mais les Français aussi. Et ça, c'était pas dans les meilleurs zones de la Martinique. Non, c'est vrai. L'histoire de droit à l'image. Enfin bon. Alors, je reviens à toi, Michel, parce que c'est ton métier, les finances. Alors, notre cher président, qui semble-t-il va mettre en route le prélèvement des impôts à la source. Ça se fait déjà en Allemagne, je crois, depuis belle lurette, non? En Italie. En Italie aussi. En Allemagne et en Italie. En Allemagne et en Italie. Alors... Non, c'est une réforme qui est dans les tuyaux, comme on dit, depuis plus de 15 ou 20 ans. Et chaque fois qu'il... L'intérêt, c'est quand même de limiter la fraude. Nous avons un système fiscal qui est déclaratif. Ouais. Bon. Et il date de la Révolution française. Il faut bien comprendre ça. La fiscalité
en France, hein, la Révolution française s'est faite d'abord pour lutter contre les impôts injustes, la gabelle, etc., les impôts royaux qui étaient injustes. Et on a consacré le principe de la juste répartition du poids de l'impôt. Et donc, deuxièmement, il y a une deuxième révolution qui s'est produite au début du XXe siècle, c'est la progressivité dans l'impôt. Et on essaie de revenir sur... C'est un peu comme le code du travail. on essaie de revenir sur le côté déclaratif et contributif, sur le citoyen qui contribue, et en contrepartie, il a le droit de protester. Oui. Je contribue, j'apporte ma pierre à l'édifice. Grâce à mon impôt, il y a un instituteur devant mes enfants, il y a un policier pour me défendre, il y a une armée pour me défendre en cas d'agression extérieure, etc., etc. Mais de l'autre côté, moi, je veux que les services publics soient corrects. Et puis, deuxième mise en cause, c'est le caractère progressif qui a été... parce que le barème de l'impôt a été modifié, et il est de moins en moins progressif et de plus en plus proportionnel. Et la proportionnalité, c'est l'injustice. Parce que 10% d'un revenu de 10 000 euros, c'est pas 10% de revenu de 1 000 euros. Okay? Bien sûr. Donc, alors, ceci dit, ça peut être un moyen pour certains qui ont du mal à provisionner. Moi, je finis par me mettre à cette idée, par exemple, de mensualiser l'impôt. Pendant longtemps, j'ai refusé. Nous avons syndicalement refusé ça, d'ailleurs. Hein. Nos syndicats ont refusé ça. On a lutté contre ça. Pour finalement, maintenant... Et puis on s'y est mis. Non, mais maintenant qu'il est à la retraite... Non, il s'y était mis avant. Alors, lorsque l'impôt est déclaratif, il faut aussi peut-être que l'État, des fois, fasse... Des recoupements. Donc, il faut du personnel. Du personnel, voilà. Donc là, si on va à la source, il y aura encore des suppressions d'emplois. Bien sûr. Non, en sachant quand même qu'il est peut-être déclaratif, mais comme vous l'avez noté, les salariés n'échappent pas à la déclaration de leur salaire. Bien sûr. Oui. Voilà, donc l'État a déjà l'essentiel des revenus des Français. Mais il faut faire quand même le recoupement. Hein. Oui. Il faut quand même faut qu'il y ait... Par contre, ce qui me surprend jusqu'à présent, c'est le peu de réaction des entreprises. Parce que prélèvement à la source veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en même temps que ton salaire t'est versé, une certaine proportion est retenue au nom de l'impôt. Tout à fait. Mais comme on le fait déjà pour la Sécu, hein, déjà. Oui, là, exactement. Aussi, voilà. Mais ce n'est pas l'État à ce moment-là qui va retenir, c'est le chef d'entreprise. Qui doit reverser. Qui doit reverser. Donc ça suppose de la part de l'entreprise une organisation, donc du personnel, etc. Je n'entends pas les entrepreneurs là-dessus. Non, mais ça en train de m'alerter sur autre chose. Parce qu'il y a déjà des chefs d'entreprise qui prélèvent pour la Sécu et qui ne reversent pas pendant des mois, et qui après se mettent en faillite, et cet argent a disparu. Donc s'ils font ça en plus avec la retenue de l'impôt... Ils font ça déjà avec la TVA. Avec la TVA, donc effectivement, je crois que peut-être que le gouvernement va chercher un autre système de prélever cet argent-là, parce que c'est quand même un risque. Enfin, oui, mais le risque, il est marginal par rapport aux sommes en jeu. Voilà. Ce que ça coûte de traiter des chèques qui arrivent de millions de contribuables, en fait de dizaines de millions de contribuables, est beaucoup plus onéreux que de recevoir le paiement de quelques millions d'entreprises. Donc voilà. Donc ils ont fait le calcul, même s'il y a 2000 ou 3000 boîtes qui parce que alors j'y pensais et je pense que c'est intéressant d'en parler. Il y a un article du Point qui est sorti, et tu as dû peut-être le voir, sur les entreprises, le poids des entreprises en France. 3000 entreprises font 85% du chiffre d'affaires global des entreprises françaises. Ce qui est peu d'entreprises. Mais c'est ridicule. Ben oui. Il y a plus de 2 millions d'entreprises en France. 3000 entreprises génèrent plus de 80% de la richesse produite en France. Et une bonne partie de ces entreprises sont encore, donc ça c'est pour Michel, sont encore des industries.
C'est l'industrie qui génère la richesse la plus importante. Alors que la France est un pays tertiarisé. De service. Et ce phénomène a eu tendance à s'accentuer ces dernières années. Ce qui est un phénomène, c'est une loi d'ailleurs du système de l'équilibre, c'est la loi de la concentration. La concentration. Et nous, on évoquait en gros, pour parler simple, on est dans une société où les gros mangent les petits. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Où les petits se mangent entre eux et deviennent gros. Parce que ça existe aussi. Ça existe aussi. Et nous, Tapis. on avait insisté dans Business sur ça, vous vous rappelez, Michel en a parlé dans son journal, dans son hebdo, sur le phénomène de concentration. Parce on avait très clairement exprimé que 73 groupes, donc ça représente 1800 entreprises, sur les 300 000 entreprises, les 160 000 entreprises Martinique, Guadeloupe, Guyane, juste 1800 entreprises concentrent 75% de la richesse produite. Donc ce phénomène de concentration ici est extrêmement fort. Et plus fort en Martinique qu'en Guadeloupe et en Guyane. Oui, tout à fait. Hein? Ici, encore plus fort. Dans les entreprises dites guadeloupéennes, il y a beaucoup d'entreprises martiniquaises. Et les maisons mères sont ici. Exactement. Oui, tout à fait. La distribution, par exemple, toute la distribution alimentaire en Guadeloupe appartient à des Martiniquais. C'est sûr. D'accord. Donc, que ce soit le groupe Parfait, que ce soit le groupe OION, que ce soit le groupe Bernard Ayotte ou le groupe Gérard Despointes, ces quatre-là possèdent la quasi-totalité, en dehors des Ecomax qui sont contrôlés par un Guadeloupéen. Les autres, c'est des Martiniquais. Et c'est pareil en Guyane. En Guyane, à part quelques Guyanais d'origine chinoise qui ont leur propre magasin. Qui ont leur propre circuit de financement d'ailleurs. Oui. Alors, il y a peut-être 2 semaines, nous avons parlé de Bruno qui avait été porté le rhum au Vatican. Là, c'est le groupe, Bernard Ayotte qui rachète le rhum Saint-Lucien. C'est ça. Puisqu'on parlait tu disais que les entreprises martiniquaises détiennent un certain nombre de choses. Oui, maintenant, ça va jusqu'à Saint-Lucien. On en a parlé. Et peut-être même à Saint-Domingue aussi, d'ailleurs. Avant que ça se fasse, on en avait parlé dans le Business News, qu'on avait très clairement donné le scoop à l'époque, au mois de février. Et effectivement, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois que les médias n'ont pas trop expliqué pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, le taux de progression de la consommation de rhum de manière générale et de rhum vieux en particulier dépasse largement la capacité de production martiniquaise. Donc les entreprises installées en Martinique qui sont dans la production de rhum vont aller acheter du rhum. Mais ça ne date pas d'hier. Un groupe comme le groupe Courvoisier, qui est un groupe français qui est dans le cognac, a racheté il y a quelques années Montgay, qui est le rhum emblématique de Barbade, et ils ont racheté à la fois l'usine et tous les champs de canne, parce que ce rhum vieux-là est extrêmement bien introduit aux États-Unis. Alors c'est des produits qui coûtent horriblement cher. Je veux dire, c'est réservé aux rappeurs les plus riches, aux milliardaires américains les plus riches, et les Martiniquais se sont dit, on va faire la même chose. Donc très bientôt, des distilleries de Saint-Vincent, de Grenade, vont appartenir à des Martiniquais. Appartenant à des Martiniquais. Ou des groupes français installés en Martinique. Avec, surtout, moi j'ai entendu la représentante, la directrice commerciale Sainte-Lucienne. Madame Monplaisir. Madame Monplaisir. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est la même famille. C'est la même famille. La même famille. Et elle a expliqué que surtout, l'intérêt de ce rachat, c'est l'apport de savoir-faire martiniquais. C'est-à-dire que, malgré tout, il y a un savoir-faire. Tout à fait. Surtout dans le rhum. Dans le rhum. C'est fait. Bon, depuis le père là-bas. Oui. Et en fait, on ne fait pas que le bois, on sait aussi le faire. Ils vont probablement passer. Là, ils font que du rhum industriel. C'est l'essentiel du marché. Nous, on représente rien du tout avec le rhum agricole sur le marché mondial. Mais les Asiatiques, en particulier, adorent le rhum agricole. Et la technicité de la fabrication du rhum agricole va probablement être exportée. Alors, si vous pouvez expliquer à nos amis téléspectateurs aussi, parce qu'ici, c'est fait d'une certaine façon, et là-bas, je crois que c'est une sorte de bagasse. Oui, en fait. Donc, c'est pas tout à fait le même rhum. C'est deux. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais ici, il y a du rhum industriel. Il y a aussi du rhum industriel. Au Galion. Oui. Mais qui est spécial aussi, avec une formule secrète.
Oui. D'accord. Faut pas aller boire le rhum. Faut pas aller boire le rhum industriel Comme ça. Alors, si on peut expliquer alors, la différence entre les deux rhums, là, l'histoire de rhum pur jus et puis le rhum bagasse. Le rhum, tu l'as dit, hein, le rhum agricole, c'est le pur jus de la canne et qui est fermenté, alors que le rhum industriel, c'est un sous-produit après la production de sucre, de la mélasse. Ouais. C'est d'ailleurs le rhum agricole qui a l'appellation AOC. Oui, tout à fait. Et uniquement en Martinique. Et uniquement en Martinique. Oui, Oui, uniquement en Guadeloupe Martinique. Non. En Guadeloupe, ils Je sont ne pas crois pas. Non, ils ne sont pas aussi en Guadeloupe. Non, en Guadeloupe, ils ont devant le montant des investissements à mettre en place pour respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée. Les Guadeloupéens ont dit on n'a pas suffisamment de rhum, on n'a pas suffisamment de... je crois que la Bologne était aussi. Non. Aucun des rhums guadeloupéens. Bologne ne l'est pas. Alors, la question que je me pose quand même, lorsque j'entends ça, hein, et puis j'entends aussi que la Martinique et la Guadeloupe, ce sont les plus grands producteurs de champagne. Consommateur de champagne. Pardon, mon Dieu. Bien sûr. Consommateur. Mais oui. C'est quand même bizarre. Notre rhum qui s'exporte si bien partout dans le monde, et puis nous, c'est champagne, nous, Mais nous buvons de moins en moins de rhum, Blanc. et de rhum blanc notamment, et de plus en plus d'alcool importé, dont le champagne. Michel, c'est pas sérieux, ça. Ah oui, Franchement. c'est ça l'aliénation alcoolique. Alcoolique et capitalistique. Et capitalistique. Non, mais il vaut mieux gagner de l'argent en vendant du rhum que de le boire. Oui, À terme. Parce que ça a bien évidemment une répercussion. Le champagne, il y a un effet. C'est ce que les économistes appellent l'effet de démonstration. En économie, on appelle ça l'effet de Duesenberry. Le fait de consommer le champagne ou un produit qui est consommé, qui est réputé être consommé par les classes supérieures, permet à celui qui le consomme de se positionner socialement. C'est ça. Mais il n'y a pas qu'en Martinique que ce phénomène Ça existe. donne une assise sociale. Ouais. Donc, surtout qu'il est accessible, même s'il est cher. Ouais. Il est cher notamment parce que il y a, je renvoie la balle dans le camp de Michel, parce qu'il y a des taxes, il y a de l'octroi de mer monstrueusement élevé sur le champagne. Et ça, historiquement, il faut quand même le rappeler, le champagne est taxé de manière monstrueuse sur l'octroi de mer pour une raison simple, c'est qu'un jour, il y a un béquet qui a décidé qu'il allait faire du champagne en Martinique. Et on va vous raconter cette histoire dans l'historial. Et il a fait du lobbying pour que son champagne, donc sa production locale, soit protégée. Donc ils ont augmenté considérablement. Enfin, il s'est planté depuis, il n'a jamais fait de champagne. Et les politiques ont dit, de toute façon, comme on a besoin. Nous allons laisser Alors, il y a une autre particularité, c'est que je ne sais pas si c'est toujours vrai, l'octroi de mer sur le champagne est moins élevé en Guadeloupe, moins élevé en Martinique qu'en Guadeloupe, ce qui fait que la Guadeloupe, apparemment, consomme plus de champagne que la Martinique. Moins élevé. Il est plus élevé ici. Mais c'est en train de... C'est quasiment aujourd'hui les mêmes tarifs. Ouais. Alors, profitons de ça, parce que je vais taquiner Michel, et je vais lui demander d'être extrêmement vigilant, parce qu'il y a un scandale qu'il faut absolument dénoncer. Alors, je vais peut-être me faire dessouder après cette émission. Tu vas te faire des amis. Mais c'est le scandale de l'octroi de mer sous-estimé, ou de la valeur déclarative sous-estimée. Alors, ici, il y a un certain nombre de multinationales. C'est pour ça que, comme il est dans la commission finance, il va s'en occuper. Donc, voilà, je fais œuvre de générosité. Il va s'en occuper. De citoyenneté et de générosité. Il va s'en occuper. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de multinationales qui sont implantées ici, qui se vendent leurs produits à bas coût. Donc, imaginons, vous avez une bouteille qui arrive ici, d'un produit qui, normalement, est importé à 10 €. Comme la multinationale s'achète à elle-même le produit, elle le vend à 1 €. Donc, ils l'achètent à 1 €. Donc, au lieu de faire de l'octroi de mer sur 10 €, ils font de l'octroi de mer sur 1 €. Ensuite, le produit, il n'est pas vendu 1,50 €. Il est vendu 12 €. Parce que normalement, il est acheté 10 €. Et la différence est considérable, vous imaginez bien. Bien sûr. Et la multinationale envoie une facture à sa filiale ici de gestion, de marketing ou de management. Et le différentiel non payé à l'entrée est renvoyé sous forme de facture. Donc, c'est un détournement massif. Alors, Michel, j'espère que tu vas t'occuper de ça. Que les multinationales ici pratiquent depuis des années, et on estime que ce détournement
représente environ un tiers du montant total du montant qu'aurait pu récolter le conseil régional en Félix Conseil. Donc, Michel, voilà ton prochain cheval de bataille. Il faut absolument contrôler les prix de facturation à l'importation. D'autant que le gouvernement français semble partir en guerre contre ça aussi, avec les Google, avec les autres sociétés américaines. C'est de la fuite fiscale. Ils montent un système un petit peu comme ça pour pouvoir... c'est pareil. Non, mais ça, il est certain que bon, les services de la douane sont très armés. Alors, bien sûr, il appartient... Le problème, c'est qu'ils ont... La victime, c'est quand même la collectivité territoriale qui a pris la succession. Si ces faits sont avérés, c'est moins d'argent qui rentre dans les caisses, moins d'octroi de mer, c'est moins d'argent pour les communes, c'est moins d'argent pour le FRDE, puisqu'il y a une partie d'octroi de mer qui est affectée au développement économique, qui n'est pas affectée uniquement au budget des communes. FRDE, Fonds régional de développement économique. Et qui était nul d'ailleurs. Bon, voilà à quoi sert cette émission. Mais non, mais c'est très bien. Lever les lièvres. Mais alors, puisqu'on parle de l'octroi de mer, est-ce que vous pensez que l'Europe, vitam aeternam, va renvoyer à quelques années? Vous ne pensez pas qu'un de ces jours, on va stopper cette histoire-là, clairement, cette histoire d'octroi de mer? Dans le rapport Lurel qui a été remis mardi à la ministre des Outre-mer et à la ministre de l'Égalité réelle, il est question, l'une des propositions, je ne me rappelle pas laquelle, c'est de transformer l'octroi de mer en TVA régionale. Oui, tout à fait. Mais les plans sont déjà prêts. Ouais. D'accord. Les plans sont déjà prêts pour que cette taxe ça va être la même chose, mais ait une forme qui soit acceptable par l'Europe. Voilà. Bon, mais ça c'est une question, ce n'est plus une question économique, c'est une question politique. C'est une question de rapport de force politique. Oui. La véritable question, est-ce que, moi je la reformule d'une autre manière, est-ce qu'on va poursuivre la transformation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion en hypermarché pour les produits européens? C'est-à-dire que qu'est-ce qui gêne l'Europe dans l'octroi de mer? C'est le côté différentiel. C'est le fait discriminatoire. Qu'il est plus élevé. C'est une discrimination. Non, c'est pas discriminatoire. Il ne faut pas prendre le langage de l'adversaire. Sinon, quand on prend le langage de l'adversaire, on adopte son raisonnement. Non. On voit le professeur de karaté là. Tout à fait. Tout à fait. C'est une mesure compensatoire qui compense des handicaps de développement. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'Europe l'a inscrit dans l'article 419 de son traité pour parler des régions ultrapériphériques. C'est une compensation. Ce n'est pas une discrimination. C'est le fait que, comme nous avons des handicaps de développement, eh bien, pour protéger la production locale et qu'il y ait de la valeur ajoutée locale, eh bien, on peut mettre un octroi de mer plus élevé sur les produits venant de l'extérieur que sur les produits importés que sur les produits intérieurs. Non, mais oui, pardon. Non, c'est pour ça, pour aller dans le sens de Michel, qu'il y a de l'octroi de mer aussi sur les produits fabriqués localement. Alors, pour rendre l'octroi de mer, non, c'était pas comme ça avant. C'est l'acte unique, et puis une directive de 2004 qui, dans le processus qu'a décrit Eddy, qui vise à banaliser l'octroi de mer, on a instauré un octroi de mer sur les produits locaux, fabriqués localement. Mais auparavant, non. Auparavant, ça n'existait pas. Alors maintenant, comme ça permet au département, au DOM, de dire, vous voyez, il n'y a pas quand même tellement de discrimination. Il y a de l'octroi de mer, aussi sur les bijoux locaux, par exemple. Oui, mais la plupart de ces produits-là sont exonérés. mais alors, et c'est la faculté d'exonération. La dernière réforme, Lurel, on le voit venir celui-là, a diminué les capacités. On sent que c'est pas ton pote. Hein? Non, pas du tout. Il a diminué les... Mais non, mais c'est un assimilationniste forcené. Ouais. Bon, je dis les choses telles qu'elles sont. Un Français. C'est un Français. C'est un socialiste. Non, mais il est pire. Il est pire que les types de la droite. Il est pire. Ah ouais. Mais oui, parce que Chirac, les types de la droite, avaient compris qu'il y avait des particularités dans nos 10 départements. Même Sarkozy a compris. Même ça. Sarkozy. Bon, même Sarkozy, après les événements de 2009, a dit, mais peut-être bien que le système que nous avons mis en place en 1946 est arrivé à bout de souffle.
C'est pour ça qu'il y a eu les fameuses consultations. Hein. Bon, il y a eu les États généraux. Ouais. Non, lui, il revient avec son truc sur l'égalité réelle, il fait comme s'il n'y avait pas eu les États généraux. Mais pour revenir à l'octroi de mer, si jamais on stoppe l'octroi de mer, là, les communes sont foutues. Hein. Ah, bien sûr. Parce que c'est le seul, enfin, c'est la principale recette des... Il faut bien que les téléspectateurs comprennent ça. Hein, Tout à fait. Non, mais surtout que dans la loi qui a été votée, il y a un truc que personne n'a vu, y compris les politiques locaux. C'est l'installation d'un octroi de mer. Alors, Michel parlait de l'octroi de mer ordinaire, classique, et un octroi de mer spécial sur la production et les matières premières pour la production. Par exemple, aujourd'hui, un planteur de canne qui livre sa canne à une usine pour fabriquer du rhum, il doit mettre de l'octroi de mer dessus. Ouais. D'accord. Un planteur martiniquais qui livre au galion. Il faut qu'il y ait de l'octroi de mer dessus. Oui, Ok. d'accord. Oui. Donc, et tout le monde a laissé ça passer. Et aujourd'hui, les industriels du rhum disent, mais c'est de la folie, vous n'avez pas pu laisser ça passer. Ça a dû Et ça, passer c'est la à dernière. C'est À 2 heures du Ça a matin. dû C'est la passer à 2 dernière heures du réforme matin. Noël, C'est black ça. and Oui, white. oui, c'est la réforme. C'est la réforme Noël, ça. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Donc, Et pour soi-disant sauver l'octroi de mer, pour éviter que l'Europe supprime tout. Pour éviter que l'Europe n'y regarde encore de plus près. donc, il faut que là, par exemple, alors, je compte sur mon Encore du ami. boulot. On fait du lobbying en direct. Je compte sur mon ami Michel pour qu'il alerte le président de la CTM en lui disant, Alfred, il faut exonérer ça. Il faut exonérer les intrants de la production locale. Les intrants de la production locale, produits localement, sont taxés par de l'octroi de mer. Ouais. Alors que bon, la CTM peut prendre une mesure Il d'exonération. faut vérifier. Et le produit fini aussi est taxé. Non, mais bientôt vous allez voir les industriels vont venir vous voir en vous disant, messieurs, exonérez-moi ça. Si c'est possible, oui, mais il faut vérifier si dans la loi, la dernière mouture de la loi, cette capacité a été laissée De l'exonération de Je faire pense. aussi facilement. Je pense. Alors, Il faut le vérifier. Alors, on parlait de la loi Lurel, mais la loi Lurel, pour pouvoir équilibrer tout ça, il faut 20 ans, je crois. On en a parlé la dernière fois ici, non? Oui, il C'est, y a eu une... Vous y croyez vraiment? 30 ans de... 25 au moins une génération. Une 30 ans, génération, c'est oui. 25 ans. 30 ans, Michel était à la conférence de Sudry, c'est 30 ans. 30 ans. 30 ans. Oui, Enfin, alors- Sudry dit 30 ans. Olivier Sudry, qui est économiste et auteur de nombreux rapports à la demande de la Chambre de commerce sur la situation de la Martinique, et qui est également conseiller d'ailleurs économique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, qui est un bon connaisseur, et également auteur de différents rapports pour le compte de l'Agence française de développement, notamment sur l'indice de développement humain. Il a fait tourner son modèle économique, et dans le cas où on a un taux de croissance à peu près analogue à celui qu'on a maintenant, et la France a un taux de croissance analogue à ce qu'elle a maintenant, et ce qui est de l'ordre de 1,5% en France, eh bien, effectivement, pour rattraper le niveau de vie français, il faudrait 30 ans. Ouais. Mais si on ajoute à cela, la baisse de la population et l'incidence de la baisse de la population qui va diminuer le taux de croissance, c'est encore pire. C'est pire que 30 ans. C'est pire que 30 ans. Ah oui. Alors, Sans compter qu'il faut se demander, je rebondis sur une conversation qu'on avait avec Michel avant l'émission, il faut se demander si le but c'est bien de rattraper le niveau actuel de la France. alors ça c'est un autre, autre débat. Alors, notre cher président, qui parle de rier du vocabulaire. Oui, de quel président? Nous avons plusieurs. Parce que présidents. nous, ici, on a un président de tous les Martiniquais. Voilà. D'accord. On a un président de l'Assemblée. Voilà. On a des présidents ici. On a des présidents. Alors, toi, tu parles je du vais président préciser. national. Je vais parler donc de François Hollande, président des Français, qui semble vouloir rayer, intimement mettez ça, oui, la suppression du mot race. C'est oui. revenu sur... c'est encore quelque C'est chose une de qui ses revient, promesses, c'est une de ses promesses. Marie-Jeanne y avait fait. Marie-Jeanne avait effectivement fait un amendement, fait voter un amendement à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Alors, est-ce que c'est parce qu'on approche de l'élection présidentielle que brusquement, Hollande semble se rappeler de ce qu'il disait il y a... Il avait fait, je ne sais plus combien de propositions. Il y en avait 30 pour l'outre-mer et
je ne sais plus combien pour la France entière. Bon, 80 si je ne m'abuse. On approche de la fin du quinquennat, donc il faut réviser un peu la feuille de route qu'on avait, et puis voir ce qui a été promis. Ce qui a été omis, voilà, ce qui a été oublié, ce qui a été différé. Et ça fait partie de ce qui avait été différé. Mais est-ce que, par exemple, le mariage des homosexuels, qui a fait grand bruit à l'époque, la loi Taubira, enfin présentée par Mme Taubira, c'était une proposition qui était en fin fond de son truc, pourtant qu'elle sortit comme ça. Fin fond, non, c'était une des propositions majeures. C'était une des propositions. Majeures. Ah oui, c'était une proposition. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a gagné les élections. Il faut quand même rappeler qu'en France, ça représente environ 3 millions de personnes. Donc quand on gagne une élection avec un peu plus de 2 millions de voix, on peut se dire que bon, on a fait un peu de corporatisme. Mais ce que dit Garnier-Vrai, c'est que c'est vrai que c'était une proposition qui figurait, mais elle n'a pas été tellement débattue pendant la campagne électorale. En tout cas, l'outre-mer n'en avait jamais débattu, et ça n'a jamais été un sujet de société dans nos pays. Non, tout à fait. Par contre, ça a été un sujet, un angle d'attaque systématique de la droite contre Hollande à l'époque, puisqu'il disait, mais attendez, voilà ce qu'il nous prépare. Non, mais Sarkozy voulait faire ça, en fait. Enfin, j'ai failli dire une bêtise là. Il voulait faire l'union civile. Il n'a pas osé, machin, mais il n'était pas pour un truc comme ça. Mais bon. Il a quand même annoncé que si jamais il était à nouveau élu président de la République, il ne reviendrait pas sur cette voilà. Parce qu'il me semblait au départ que monsieur était pour ça. Alors, justement. Il fait des calculs, comme tout le monde. Il sait que le lobby homosexuel pèse lourd en termes de nombre de voix. Et en termes médiatiques. Donc il ne faut pas faire de bêtises. Explique-moi ça aux téléspectateurs. Pourquoi en termes médiatiques? Parce qu'ils sont très présents dans les grands médias, dans les grands médias français. C'était une précision que je voulais donner à nos amis téléspectateurs. Très bien. Et qu'ils ont une capacité de diriger... Pourquoi tu rajoutes dans les médias? Pourquoi tu dis français derrière? Médias français et européens. Mais pourquoi tu dis français? Je dis bien français. Pourquoi tu ne dis pas simplement tous les médias? Oui, en fait, globalement, c'est quand même une tendance mondiale. Oui, voilà, c'est ça. Surtout, ils ont une capacité d'orienter l'opinion sur un certain nombre de sujets. Et on l'a bien vu dans le débat en France, qu'il y avait une dichotomie entre la gauche caviar parisienne, n'est-ce pas? Et puis quand la manif pour tous a mobilisé des centaines de milliers de personnes, que c'était pas si facile que ça. Est-ce que vous ne pensez pas que si on permettait aux prêtres de se marier, il y aurait eu peut-être moins de soucis de pédophilie? Non, moi, à mon avis, ça n'a rien à voir. Là, comme disait Eddy tout à l'heure, je vais peut-être me faire des amis. La pédophilie, pour moi, c'est une maladie. C'est une déviance, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il pourrait très bien, on peut imaginer qu'il y ait des prêtres mariés pédophiles, comme il y a des civils, des laïcs mariés, des laïcs mariés, voilà, qui sont pédophiles. En fait, les statistiques indiquent qu'il y a quand même moins de pédophiles chez les prêtres que dans la population globale. C'est sûr. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est une question de morale. Il ne faut pas que la morale l'emporte sur la réalité scientifique ou judiciaire. On fait un focus sur les prêtres pédophiles et on oublie que dans la nature, chez les non-prêtres, il y a beaucoup plus de pédophiles et il y a beaucoup plus de cas. Quand on regarde les condamnations, je ne veux pas me faire l'ennemi des garagistes ou des enseignants ou des pêcheurs, mais dans toutes les catégories socio-professionnelles, globalement, au total, il y a plus de pédophiles que chez les prêtres. Et ça, alors ce qui est inacceptable, c'est que quelqu'un profite de l'ascendant qu'il a sur des jeunes, notamment l'ascendant religieux, pour en profiter. Mais c'est comme les enseignants, vous avez vu chez les enseignants... Belkacem a révélé que... Il y a eu 25 radiations pour cette cause-là l'an dernier. Ouais, mais sur 900 000, quoi. 25 radiations. 27 sur 900 000, c'est même pas une statistique, quoi. Si on en parle beaucoup de ces prêtres pédophiles, c'est pas tellement à cause des prêtres pédophiles. C'est parce qu'on met en cause Monseigneur le cardinal Barbarin. Qui a couvert. Ou qui aurait couvert. Oui, qui aurait couvert. Qui aurait, restons prudents. Le film Spotlight, qui a obtenu l'Oscar
du meilleur film aux États-Unis traite de cette problématique-là dans le diocèse de Boston. Et ce qui fait scandale, c'est que la grande maison noble qui est l'Église puisse à la fois couvrir, protéger, mais surtout faire monter, quoi. Je veux dire, promotionner des gens qui pratiquent ces actes c'est un peu comme chez... Enfin, en tout cas, pour l'affaire Outreau, le juge comme punition, il a été promu. Hein. Donc là, j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu ça. Mais ceci dit, les prêtres, au-delà de la pédophilie, il y a plein de prêtres qui ont des femmes et des enfants. Pourquoi ne pas officialiser ça, permettre ces bouglamaïs, niches, enfin bon, parce que peut-être ça, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure spontanément. Bon, en tout cas, dans toute l'Amérique latine, il y a beaucoup de prêtres qui ne demandent la permission à personne. Il est connu que dans des petits villages dans les Andes, il y a tel prêtre à une famille. Ouais. chez nous aussi, hein, chez nous aussi. Oui. On en connaît. Et puis, ça n'empêche pas le type d'être Un bon prêtre. sur le plan, un bon prêtre. Alors Mackay, on l'a interrogé il n'y a pas très longtemps, il disait, attention, hein, l'Église dit, celui qui doit s'occuper de Dieu ne peut pas s'occuper de sa femme. Donc soit il choisit de s'occuper de sa famille, ou il s'occupe de Dieu. Il faut choisir. Bon, à mon avis, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, je pense qu'il pourrait s'occuper des deux. Non, mais Alors, ça, c'est un débat interne à l'Église. Mais l'Église je pense que va y venir. ils vont y venir. Ouais. D'autant que, si je ne m'abuse, ça existe déjà dans d'autres religions. Bien sûr. Mais Chez les protestants. Chez les protestants. Ça existe dans l'Église catholique. Il nous expliquait qu'un civil marié peut devenir prêtre. Un prêtre ne peut pas se marier. Mais un civil marié qui découvre la vocation peut devenir prêtre. Un divorce, hein, alors? Non, en gardant marié. sa femme, en restant marié. Et à mon avis, ça va être ça. Les types, avant d'avoir la vocation, ils y vont se marier et ensuite ils vont devenir prêtres. YouTube est chimère, c'est ça. C'est ça, mais je ne sais pas cette info-là. Et puis voilà, on vient après. C'est un chemin crochet. Alors, en parlant de chemin crochet, il y a aussi cette jeune Martiniquaise oui. décédée. Alors, apparemment, c'est un vrai problème parce qu'il y a pas mal de mules, de plus en plus, pour gagner de l'argent, des gens qui sont désespérés. Enfin bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même dommage de voir qu'on soit arrivé à ce stade-là. Et puis bon, la cap explose dans ton corps-là, ça doit être horrible, cette souffrance-là, cette mort-là. Et mais tu sais, ça prouve simplement, si j'ose dire, qu'il y a un certain nombre de prêcheurs, je fais exprès d'employer le mot, puisque ça fait la transition avec ce que nous venons de dire, un certain nombre de prêcheurs qui savent prêcher, qui savent convaincre de la non-nocivité, pour commencer, du non-danger de telles pratiques et de l'argent gagné facilement. Ouais. Qu'est-ce que c'est un peu, comme lorsque tu vas à l'aéroport et que quelqu'un te demande de transporter un colis pour lui. Ouais. Sauf que là, le colis, tu l'as ingéré. Ouais. Non, je pense qu'effectivement, c'est la rencontre entre à la fois un besoin d'avoir de l'argent facile, bon, pour différentes raisons. Bon, l'attrait de la société de consommation, avoir un iPad, etc. Bon, et puis, des gens qui savent exploiter, effectivement, c'est comme pour les sectes. Hein. Ben oui. C'est des gens qui savent exploiter les faiblesses humaines. Voilà. Il y a des gens qui sont habiles, qui savent, ce sont des manipulateurs. Et en donnant de faux arguments, c'est vraiment dans la naïveté, parce que d'après les articles qui sont parus dans la presse, ce sont de plus en plus des très jeunes qui sont des cibles. Des cibles. Ce sont pas des... Donc à qui on peut dire, effectivement, comme dit Daniel, que non, tu vas ingérer ça, ça ne va pas exploser, etc. Alors il y a un médecin qui donne un témoignage qui montre que quand ça explose, ça provoque, ça bouche les veines et les artères, et ça provoque un arrêt cardiaque, et que ça provoque des péritonites. Oui. Et que 60% des gens qui ont une péritonite meurent. Bon, donc, je crois que c'est ça qu'il faut diffuser, cette information qu'il nous faut diffuser,
que ce n'est pas vrai, C'est mortel. que c'est innocent, que c'est inoffensif, pardon, d'ingérer des boulettes de crack, parce qu'elles peuvent exploser. En plus, je pense qu'avec l'altitude, il y aura certainement un phénomène qui doit accentuer le risque. Ceci dit, si ce genre de trafic continue, c'est parce qu'il y en a qui s'en sortent. Bien sûr. Ce ne Oui, sont pas enfin, toutes les mules qui y restent. Non, et puis il y a aussi, plus globalement et de manière plus macroéconomique, il y a une demande qui explose. Voilà. Et les trafiquants ne cessent d'imaginer de nouvelles Bien sûr. techniques pour faire passer la drogue. Et à mon avis, il faut une vraie réflexion des pays occidentaux sur la dépénalisation. Alors bon, chacun de nous a son opinion là-dessus, mais quand on regarde les États, par exemple, il y a l'État du Colorado aux États-Unis qui a dépénalisé la consommation individuelle de marijuana. Ouais. Aujourd'hui, tous les politiques sont d'accord, du Colorado, je parle de localement, y compris les types qui étaient ultra opposés, ils regardent les chiffres. La criminalité a complètement baissé, enfin a baissé très très fortement. L'État du Colorado récolte 14 milliards de dollars par an, parce que c'est eux qui gèrent maintenant le commerce. Et la paix sociale, en fait, ils ont acheté la paix sociale au Colorado. Voilà. Alors, il faut aujourd'hui regarder quels sont les avantages et les inconvénients. C'est clair que bon, la population toxicomane au Colorado a explosé, bien évidemment, puisque plus de contraintes, moins de contraintes, plus de produits, donc plus de consommation. Mais toutes les contraintes liées à la prohibition, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est de la prohibition. Ça rappelle l'époque des Lyotniens, hein. Exactement. Donc, Parce que là, c'était l'alcool. On sait ce que ça a donné. Alors, on est quand même dans un système qui est quand même extrêmement hypocrite. Parce que bon, il y a un État qui a dépénalisé totalement la consommation de marijuana, pas de cocaïne. Hein. C'est l'Uruguay. L'Uruguay, donc à la tête duquel il y avait un président. Non, l'évêque c'était avant. Mais le président, un président ancien communiste d'ailleurs, qui vivait dans la simplicité et l'humilité la plus totale. Ce type a dépénalisé et aujourd'hui l'Uruguay a le taux de criminalité le plus bas des pays d'Amérique du Sud parce qu'il n'y a plus de quoi faire du business, se tuer. Le business est mort. Tout simplement parce qu'il faut quand même rappeler une chose, la marijuana constitue aujourd'hui 80% du marché de la drogue. Il y a 800 tonnes, il y a 1000 tonnes de cocaïne produites dans le monde. Il y en a 50 millions de marijuana. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Hein. La marijuana, c'est quand même l'essentiel du marché de la drogue aujourd'hui. Alors, François Hollande ou son gouvernement voulait ouvrir des maisons de shoot à Paris. Oui. Qu'est-ce que ça a donné, en fait? On en a Il y en a tellement parlé. Il y en a quelques-unes. À titre expérimental. À titre expérimental, d'accord. Mais bon, la France, à mon avis, à terme, comme les États-Unis, vont passer à la dépénalisation contrôlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État qui va vendre, de la drogue. Hein. Lionel Jospin, Premier ministre, avait dit qu'il prenait son petit joint. Hein. C'est pas Jospin Jospin avait dit ça. Qu'il avait fumé. Oui. Non, pas quand il était Premier ministre. Il avait étant jeune. Étant jeune. Moi, Mais Bill Clinton a je toujours vais dit quand qu'il même avait mettre fumé. un bémol s'agissant de la Martinique. Quand il faisait fumer, sinon il faisait fumer des cigares à Moi, Monica. je demande à voir. Ça, c'est autre chose. Je demande à voir sur les conditions socio-économiques. Monica? Non. Je dis les conditions socio-économiques en Martinique. Et également l'état de crise morale dans lequel se trouve notre pays et notre jeunesse. Je me demande si, en prenant de telles mesures, ce ne serait pas au contraire un coup d'accélérateur. Et je rappelle que nous faisons 400 000 habitants, 386 000 habitants, et que ce qu'un grand pays de plusieurs millions peut supporter, absorber, il y a ce qu'on appelle la résilience. Un pays peut absorber un certain nombre de chocs. Ici, tous les phénomènes négatifs se diffusent extrêmement rapidement. Sont amplifiés. Si on adoptait ce que j'appelle moi une certaine forme de permissivité
de baisser les bras. Comme on n'arrive pas à combattre le phénomène, on baisse les bras. Hein, on baisse les bras. Alors, on se dit, et donc moi, je suis prudent. Perplexe. Je suis perplexe. Perplexe. Non, mais il faudra y réfléchir malgré tout. Il faut comparer avec des pays qui sont comparables. Par exemple, la Jamaïque, Barbade. Là, tu vas au cœur de Mais oui, de la Jamaïque. Mais oui, Sainte-Lucie, la Dominique. Comparons avec des entités qui nous sont comparables. Et voilà qu'on reparle de la BU, la bibliothèque universitaire, on reparle du CEREGBIA, on reparle d'archives, on reparle de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que EPMM a sorti un article, il démontre tout ça. Il parle que tout avait été fait de manière correcte. Et que, depuis 2011. Depuis 2011. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, cette histoire de BU, enfin bibliothèque universitaire, enfin bon, c'est reparti pour un tour, les affaires sortent. Non, c'est surtout la mise en accusation, comme le fait justice, c'est bien, parce que bon, c'est pas... Oui, encore. Non, mais il se trouve quand même que la fameuse convention a été publiée dans les médias, dans les réseaux sociaux. Hein. On voit bien que c'est l'université des Antilles-Guyane, CEREGBIA, qui a signé cette convention et qu'elle n'a pas été appliquée. Et qu'elle n'aurait pas été appliquée. Ce qui est provisoire, ce stockage qui devait être provisoire, cette gestion, cette numérisation des documents, parce qu'il y a quand même des documents patrimoniaux là-dedans, n'a pas été faite. Et comme ça a duré, et c'était stocké dans un endroit qui s'appelle un vide sanitaire. Un vide sanitaire. C'est-à-dire, c'est un endroit qui doit être libre. Bon. C'est-à-dire que s'il y a une allumette qui est lancée là-dedans, hein, eh bien, toute la bibliothèque universitaire flambe. Bon. Il y a un problème de sécurité et il y a un problème de respect de la convention. De respect de la convention. Pour, je crois, 160 000 euros. Non, bon, 110 000. 110 000. Tu as raison. Ce qui n'est pas cher payé. Ce qui n'est pas cher payé. Oui, mais enfin, pour un individu seul. Ça, c'est des accusations gravissimes. Non, un individu seul. Non, je dis. Si c'est pour une société, avec qui il y a des frais, qui doit, avec ça, réaliser effectivement un travail, c'est pas cher. En fait, moi, je dirais que la région, à l'époque, a réalisé une super bonne affaire. Quoi. Si payer 110 000 euros pour numériser les tonnes de... Et qu'ils ont arrêté de payer parce que quand ils ont su que c'était mal, que le travail n'était pas fait. Pas fait. Donc ils ont arrêté. 6,8 km d'archives linéaires. C'est considérable. C'est considérable. Oui. En fait, c'est parce que là où ça aurait dû être stocké, je crois que c'est auprès du musée du Père. C'est derrière le Père Pinchon. Derrière le Père Pinchon, il paraît que ça avait pris du retard. Voilà. Mais je crois que c'est en cours, là. C'est en cours. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, la CTM a décidé de débarrasser la BU et ça devrait être livré. Ouvert le 4 avril. Le 4 avril. Voilà. Bien. Bon, alors, les attentats en Côte d'Ivoire et en Turquie, en Côte d'Ivoire, est-ce que ça vous parle mais attendez, c'est partout. Aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi partir de la Martinique en Ouest, c'est Bocaïno? Est-ce la Côte d'Ivoire qui était visée ou la France? 4 Français. Il y a 4 Français qui... Non, mais il n'y a que 4 Français, hélas. Oui. Moi, ce que j'admire... C'est la France qui était visée, semble-t-il. Alors, ce que j'admire, à chaque fois qu'il y a des attentats comme ça, il ne faut pas que nous reprenions ça. La presse française dit 4 Français. Ouais. Et ces nègres-là qui Oui, ça fait quoi, ça fait quoi, yo, quoi? Ça fait quoi? C'est les Ivoiriens qui sont... On ne sait même pas combien. Hein. On ne sait pas combien. On ne sait pas s'il y a des Ivoiriens. On ne sait même pas s'il y a des Ivoiriens. Non, mais ça, c'est l'information vue de Paris. Ouais. Hein? Bon, donc, il y a un attentat en Côte d'Ivoire. C'est important parce qu'il y a 4 Français qui sont morts. Sinon, vu comme ça, c'est pas... Oui, d'ailleurs, on ne dit pas combien de Turcs sont morts dans l'attentat en Turquie. Oui, en Turquie, déjà. oui. Comme il n'y a pas de Français, donc il n'y a pas de morts. On parle d'Erdogan qui va... Très juste. Non, alors, ceci dit, ce que dit Daniel est vrai, c'est la France qui est visée. C'est sa position de mentor, pour ne pas dire plus, hein, des régimes africains qui est visée. Et à mon avis, il fallait s'y attendre. Après ce qui s'est passé à Bamako, ce qui s'est passé à Ouagadougou, où les hôtels fréquentés par des Français, par des étrangers, par la diaspora occidentale qui vit
dans les communautés occidentales qui vivent dans ces pays. Donc, il faut attendre que dans tout l'ancien domaine colonial français, où la France a un corps expéditionnaire, que les émules d'Al-Qaïda et de Daesh et celles de la France. Mais à Grand Bassam, c'est encore des fréquentations occidentales. François Hollande avait dit qu'il fallait arrêter le Papa Madi quand même. Hein. Oui. Il avait dit que ça. La France-Afrique. La France-Afrique, il a dit qu'il arrêtait ça. Oui, mais il y a un élément qu'il faut quand même rappeler, c'est que tout ça était très calme jusqu'à ce que les affaires de drogue, les relations entre les différents patrons de la région explosent. Parce que tant que Kadhafi était là, tout ça était très calme. Vous vous rappelez, il n'y avait pas d'attentats particuliers, etc. Il y a eu une guerre très longtemps avec le Tchad, mais bon, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, c'est la redistribution des cartes et surtout le fait que dans le Sahel, on parlait du trafic de drogue tout à l'heure, le Sahel, c'était la porte d'entrée des avions qui venaient de Colombie, qui débarquaient leur drogue, et les drogues repassaient la Méditerranée et allaient en Europe. Quand vous commencez à mettre la panique en envoyant des soldats français, en envoyant des soldats tchadiens, etc., dans le précaré des types qui gèrent ce trafic, ils réagissent. Parce que qui est-ce qui finance finalement tout ça? Qu'est-ce qui finance le fait qu'il y ait de l'instabilité permanente pour pouvoir faire en sorte que la drogue puisse... donc il y a de très très nombreux articles sur ça, il y a de très nombreux bouquins. Il ne faut pas oublier ça. Le Sahel, on ne se bat pas pour du sable. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas de pétrole là. Là en l'occurrence, il n'y a pas de pétrole. Donc pourquoi on se bat? On se bat tout simplement non pas parce qu'il y a 2 ou 3 peuples qui légitimement veulent leur reconnaissance, leur indépendance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est cette zone servait depuis pratiquement 20 ans maintenant de terrain d'atterrissage pour les avions en provenance d'Amérique du Sud, de Colombie, avec un trafic qui profitait à tout le Sahel. Morabitoun, le patron de El Acmi, avant de se proclamer djihadiste, c'était d'abord un trafiquant. Mais on cultive énormément aussi le pavot par là. Non. Dans un des pays où il y a, des talibans, là, j'oublie le nom de ce pays. L'Afghanistan, c'est beaucoup plus loin. C'est plus loin. Alors, l'Afghanistan, c'est la culture du pavio. Le pavot. Pas du pavio. Le pavio, c'est ici. Ça y est. Tu vas te faire des fautes. Bon, on arrive déjà en terme, mais il faut quand même dire 2 mots sur cette histoire des élections en Allemagne où Merkel prend une calotte. Bon, je ne sais pas comment vous interprétez ça. Parce que toutes ces histoires de migrants, ça va finir comment en fait? Parce que derrière sa défaite, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Oui, il y a la gestion de tout ça. Il y a une pression migratoire très très forte. L'Allemagne va accueillir d'ici 2020, je crois, 4 ou 5 millions de migrants, tout simplement parce qu'elle en a besoin. Elle n'est pas folle, elle empêche la baisse de son PIB en faisant venir des consommateurs. Okay, et des travailleurs. Et des travailleurs aussi. Et aussi redonner un coup de machin pour la naissance. Hein, pour la natalité, un coup de fouet. Mais bon, ça, c'est pas bien vécu par les partis d'extrême droite et puis par la population allemande, très classiquement. C'est comme ici, hein, je veux dire, si ici vous dites aux Martiniquais, bon, les mecs, d'ici 2020, on va accueillir 80 000 personnes, je ne suis pas sûr que la population martiniquaise verrait de bon oeil un effet migratoire important. Et quelle que soit l'origine de ces personnes. Ah ben c'est clair. Bien sûr. Donc il y a une montée de l'extrême droite sur le plan électoral. C'est aussi le cas en France. Hein. Le débat migratoire en France, alors, il est moins important parce que la France... De toute façon, les migrants ne veulent pas forcément venir en France. Oui. Ils veulent traverser la France pour aller en Angleterre. Tout simplement parce que les conditions de vie pour des migrants sont plus faciles en Angleterre ou en Allemagne qu'en France. Parce que la France n'est pas un pays facile pour les migrants, hein, c'est clair. Il y a des lois extrêmement dures qui sont beaucoup plus souples en Allemagne, tout simplement parce que l'Allemagne... Pourquoi? Parce que l'Allemagne et le Royaume-Uni sont victimes d'une baisse démographique majeure. Ouais. Ces pays-là ont compris que si ça continue, leur position économique va s'écrouler. La France n'a pas ce problème-là. La France est le seul pays d'Europe qui fait plus d'enfants qu'il n'en faut. Voilà. C'est ça.
D'accord. Pas plus Mais compliqué alors, que ça. ceci dit, il y a quand même, dans toute l'Europe, une tendance à la montée des partis d'extrême droite, parce que quand même, dans les 3 landes où il y a eu ces élections, c'est quand même aux alentours de 13%, ce parti. Ouais. Donc, ça veut dire que ce ne sont plus des partis, des micro-partis d'extrême droite, comme le NPD dans le temps, qui faisaient 3-4% des voix. Ce sont des partis qui sont en position de monnayer leur voix et de faire ou défaire des majorités, soit dans l'Länder. Et ce qui est à craindre, c'est qu'ils puissent être en mesure de faire la même chose au Bundestag, c'est-à-dire au Parlement national, au Parlement fédéral. Mais bon, on crie, on s'effraie, on s'excite sur l'Allemagne, mais c'est des taux qui sont bien moins importants que ce qui se passe en France. Hein. Marine Le Pen, c'est 25%. Bien sûr, bien sûr. Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, à l'heure actuelle, elle a décidé de ne pas communiquer. Elle a compris que l'hypercommunication en matière médiatique, c'est contre-productif. On doit dire ça à certains de nos communicants locaux. Hein? J'ai remarqué effectivement. Non, mais j'ai remarqué que c'est effectivement difficile en ce moment d'avoir les présidents des deux assemblées là. Non, parce que non, mais moi, Très difficile de les avoir. je donne mon point de vue. Là, Oui. cette fois-ci, escalité. Oui. Je pense que nous sommes dans une phase de travail et que je ne pense pas que ce soit de construction de quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas communiquer à outrance. Il faut communiquer quand il y a quelque chose à dire. En politique, d'ailleurs, il faut communiquer. Bon, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Mitterrand. François Mitterrand communiquait quand il avait quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, vaut mieux te taire. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer de culture Du jour au lendemain. du jour au lendemain. Quand on est dans l'opposition, on communique à fond. Et puis, quand on arrive au pouvoir, on ne communique plus. Il faut un juste milieu. Il faut communiquer un petit peu quand même. Non, parce que Non, mais là, c'était un communique. en plus, il y a un travers dans les médias, c'est de faire communiquer à chaud en plus. Tu n'as même pas. Tu sais comment sont les lecteurs et les Alors, téléspectateurs. je te prends un exemple. La loi, le Code du travail, la loi El Khomri sort, il y a un scoop en France, etc. Tout de suite, il y a quelqu'un qui te tend le micro. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu n'as pas encore eu le temps de lire le truc. Tu n'as même pas reçu. Tu ne l'as même pas lu. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non. Alors, on te dit, ah bon, vous dites non. Très bien, la prochaine fois, on ne vous interroge pas. La prochaine fois, Vous disparaissez des écrans. vous disparaissez. Bon. Alors, tu dis des banalités. Alors, en parlant de disparaître des écrans, je crois que c'est ce qui va nous arriver si on continue. Mais si on peut dire quand même juste 2 mots, il semblerait qu'on se dirige vers Trump et Clinton là, pour les présidentielles américaines. Vous pensez que ça a encore une chance de se verser Moi, je ça? me demande. Clinton sûr, Voilà. Ouais. Trump pas sûr. Parce que même les gens de son parti Voilà. ne veulent pas de lui, quoi. C'est quand même quelque chose. C'est la première fois qu'on voit ça. J'ai entendu une analyse d'un expert sur Succès dans l'air qui expliquait que le mode de fonctionnement des primaires dans les partis, et notamment le parti républicain, c'est que il y a la possibilité à la Convention de faire une transaction. Oui. Et que ce ne serait pas l'intérêt du Parti républicain d'avoir un candidat trop clivant, Un épouvantail. un épouvantail. Ah ouais. Bon. Et qu'il pourrait faire une transaction. C'est pourquoi les autres continuent Ouais. à postuler, même s'ils ont moins de grands électeurs, et qu'ils pourraient, au cours de la convention finale, avoir une transaction pour avoir un candidat Moins clivant, comme tu as dit. Voilà. Vous vous rendez compte qu'au dernier mardi, là, la presse étrangère était interdite chez Trump. Oui. Sa femme a interdit l'entrée à la presse. C'était la presse locale et nationale, Ouais. pas la presse étrangère. Donc, si M. le Président, bah ça, bon. Ah non, mais Monsieur, Je me demande comment des Américains, même de droite, peuvent encenser Donald Trump. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là, Daniel. On l'a déjà dit. Je sais. Mais c'est ce que nous disions à propos de l'Europe. Mais oui, mais Avec l'Allemagne. comment des Français, même de droite, font pour voter pour Marine Le Pen, Marine Le Pen. ou ont voté pour Jean-Marie Le Pen et l'ont mis au deuxième tour de l'élection présidentielle. On a chacun, c'est rigolo. Hein. Bon, j'ai une explication. Je vais reporter-vous à ce qui s'est passé dans les années 30,
c'est un reflet de la crise économique. de l'état de l'opinion. Et de l'état de crise économique et morale du monde actuellement. Il faut rappeler que, et tu as raison, qu'un type comme Adolf Hitler a été élu chancelier d'Allemagne. De manière très démocratique. Il n'a pas fait de coup d'État. En 1933. Et la gauche allemande a fait l'erreur, le Parti communiste et le Parti socialiste, de se déchirer face à Adolf Hitler. Et c'est depuis l'époque que les communistes ont compris qu'il valait mieux, malgré tout, faire alliance avec la social-démocratie contre ceux qui disent qu'il faut aller... non. Le fusil au canon, c'est ça? Oui. Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Un bon week-end, messieurs. Hein. Merci beaucoup. D'accord. J'espère qu'il ne sera pas pluvieux. Parce que là, depuis quelque temps, il fait froid, il pleut tout le temps. Mais bon, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver chez nous. Bon week-end à tous les trois. Il y a même des grêlons en Guadeloupe. Ouais, tout à fait. Allez, bon week-end en Guadeloupe. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine si Dieu veut. Bye bye.